Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode spécial pour la 100e de Be My Guest. J'ai la chance d'être accueillie aujourd'hui par Christophe Pont, propriétaire du château de Savigny-les-Beaunes, où nous nous trouvons aujourd'hui et où on trouve une incroyable collection d'abarth, de courses, de motos, d'avions de chasse que vous pouvez voir derrière moi, de tracteurs, de maquettes et quoi d'autre encore, plein d'autres choses. Il y a encore plein de choses, mais on va déjà rectifier, je suis pas le propriétaire, je suis que le fils du propriétaire. Je parle en son nom, bien évidemment. Donc nous sommes en direct aujourd'hui et nous allons avoir une visite guidée avec Christophe qui va nous emmener voir cette incroyable collection de 35 abarths de course avec lesquels votre papa a gagné de nombreuses courses de côte. Oui, il a démarré dans les années 65, 66 avec une petite Cooper, comme tous ses copains. Et puis, un copain animé lui a fait acheter une petite Abarth 1000 SP qu'on verra tout à l'heure au-dessus, qu'il a gardé. Il a eu le bonheur de pouvoir garder toutes ses voitures de course. Et puis, évidemment, il y a une vingtaine d'années, 25 ans, il lui a pris l'idée d'en faire un petit musée pour présenter la voiture et puis les quelques autres qu'il a rachetées entre-temps. Alors, nous sommes dans la Bourgogne, en fait, au milieu des vignobles de Grand Cru, puisque nous sommes juste à côté de Beaune. Ce château, c'est un château du XIVe siècle, un superbe château médiéval. Comment tout a commencé? Je crois qu'au début, le château n'était pas dans votre famille, c'est votre papa qui l'a acquis. Mon père était intéressé par l'achat de ce château, puisqu'à l'époque, en 1978-19, on manquait de place pour l'exploitation viticole, puisque nous sommes avant tout vignerons, bien sûr, avant d'être collectionneurs ou propriétaires de château. Et puis on manquait de place, et puis on a eu l'opportunité de venir voir cette cuverie et cette cave qui est là un petit peu en bout du petit château. Et puis c'était très intéressant de pouvoir travailler. Puis en plus, il y avait donc ce grand château qui est derrière moi, qui était aussi à vendre dans le lot. Et puis, voilà, il a fallu un petit peu palabrer pendant 6 mois pour convaincre au moins 7 des 14 propriétaires du château. C'était une association qui était regroupée pour acheter l'emprunt à une banque suite à la défaillance d'un Anglais qui, entre-temps, a bien évidemment estoupillé le château. Donc voilà, il fallait absolument convaincre ces gens-là. Et puis, dès le premier jour d'arrivée, c'était les grands travaux pour faire d'abord la cave, évidemment, la cuverie. Et puis tout de suite, comme il y avait déjà pas mal de collections, on a tout de suite mis en place les collections pour commencer à vivre de ce château. Et voilà. Alors, je crois que la mécanique, c'est dans vos gènes, hein, puisque déjà votre grand-père bricolait des tracteurs, hein, et c'est votre papa donc qui a acquis cette incroyable collection. Oui, mon grand-père était un artiste rêveur opportuniste, c'est-à-dire que un peu avant et après la guerre, il travaillait ses quelques hectares de vignes avec un cheval, comme tous les gens à l'époque. Et puis le cheval, ça commençait à devenir un petit peu pénible. Comme il bricolait beaucoup, entre autres pendant la guerre, où il fabriquait, je crois, des postes de TSF pour les gens qui écoutaient Radio Londres. Bon, ça maintenant c'est du passé, on peut le dire. Et puis il s'est mis à bricoler 2 tracteurs enjambeurs, donc c'est un fameux tracteur qui enjambe le rang de vigne et qui servent à passer dans les rangs de vigne pour pouvoir labourer et traiter. Et puis il a fait ça dans la cour d'un de ses amis qui s'appelle Monsieur Loiseau, qui à l'époque a demandé à mon grand-père, dis donc Louis, ce brevet, tu veux le déposer ou pas? Et mon grand-père a dit, non, moi, le brevet, j'en ai pas besoin. Mais par contre, toi, si tu le veux, fais-le. Et Monsieur Loiseau est devenu constructeur de tracteurs, suite à l'idée de mon grand-père, pendant presque 50 ans. Et comment votre papa en est arrivé à collectionner, parce que alors là, c'est une collectionnite aiguë dont il souffre, hein, ou dont il souffre, enfin, pour notre plus grand plaisir d'ailleurs, hein, parce que, il y a 35 abarths, mais il y a combien de motos? Oh, il y a pour l'instant 200 motos exposées, mais il y en a eu beaucoup plus que ça, puisque toutes ces motos proviennent d'achats. En fait, mon grand-père est plus ou moins l'initiateur de tout ça, puisqu'il avait une moto, une Durandal, qu'on a d'ailleurs entièrement restaurée, qu'on ira voir tout à l'heure. Et mon père lui piquait les week-ends, évidemment, pour aller, bon, pas en boîte de nuit, parce que ça n'existait pas à l'époque, mais aller voir ses copains avec cette fameuse moto Durandal. Il l'a évidemment gardée, comme tout ce qu'a fait mon grand-père. Et puis, ça lui a donné le virus un peu de la moto. Entre-temps, il faisait des courses de voitures, donc il a aussi le réflexe de garder ses voitures. Et puis des motos, à cette époque-là, on en trouvait, comme les voitures d'ailleurs, partout chez tous les casseurs en France, parce que personne ne parlait de collection. C'était quelques centimes du kilo. Donc à chaque fois qu'il livrait une remorque devant France, quand il revenait, il chargeait la remorque en moto. Pour rien, 3 francs 6 sous. D'accord. Et bon, je crois que parmi les abarths, vous avez des modèles qui sont très 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 rares, hein. Vous les avez acquis à une époque où ça ne valait pas grand-chose non plus, j'imagine. C'est un peu différent. Effectivement, les Abarth était un constructeur, Karl Abarth est un constructeur qui a produit très très peu de voitures en petite unité, quasiment pièce par pièce. Et mon père achetait pas les voitures neuves parce que c'était hors de prix. Évidemment, c'était la voiture qu'il fallait avoir pour gagner dans les 70. Donc, il achetait la voiture, elle avait 1 an ou 2 ans. Elle venait de gagner l'année d'avant et mon père la rachetait très souvent d'ailleurs à Pierre Maublanc, qui lui avait gagné l'année d'avant. Donc, lui, il ne le rachetait pas trop cher. Et puis, il a eu le bonheur, la chance, la possibilité de ne pas être obligé de revendre cette voiture pour acheter la suivante l'année d'après. Donc, il a gardé ces 5 ou 6 voitures avec lesquelles il a couru.
Et puis, dans les années 70-80, ces voitures-là n'étaient plus conformes au règlement sportif, parce que trop dangereuses. On vous expliquera tout à l'heure pourquoi. Donc finalement, ces voitures, il n'a pu en racheter après, pour rien, parce que voilà, ça valait pas grand-chose. Et personne ne parlait de collection à cette époque-là. Alors, plus étonnante, c'est la collection d'avions de chasse. Alors, on va en montrer quelques-uns là. Vous en avez une centaine. C'est la plus grande collection d'avions de chasse au monde. Vous êtes d'ailleurs dans le Guinness des records. C'est une des plus grandes, effectivement. Il y a sans doute plus grand, mais voilà, pour l'instant, il y a une centaine d'avions qui sont là, qu'on restaure d'ailleurs petit à petit. On aperçoit là des avions américains. On a vu l'arrière d'un Mirage 4. On aperçoit. Celui qui est devant vous, c'est un Super Sabre F100 que j'ai ramené de Djibouti. Voilà le Mirage 4, qui a été acheté en petits bouts et remonté comme ça. Voilà. Mais voilà, effectivement, une fois qu'il y a eu les motos de mis en place château, après il y a eu les abartes qui ont été mis en place en musée en château, et tout naturellement, mon père dit, on va passer à autre chose, on va passer à la vitesse supérieure. Enfin, tout naturellement, avion de chasse, c'est pas tout naturel pour tout le monde. Ça reste mécanique, c'est tout ce qui est mécanique chez nous. Voilà, il faut qu'il y ait un moteur entre les jambes ou derrière, dans le dos. Voilà, il faut que ça pousse, il faut que ça avance. Donc voilà, on n'est pas des gens en retard, donc on est plutôt en avance, donc on va plutôt plus vite que ce qu'il me faudrait. Et vous avez un brevet de pilote vous-même? Pas du tout. Votre papa? Non plus. Non plus. Donc ils sont juste là, ils volent ou alors ils ne sont plus en état de vol? Il y en a 2 ou 3 qui sont venus en vol jusqu'à Dijon, que j'ai démonté à Dijon et que j'ai ramené pour les exposer ici. Il y en a 2 ou 3 qui auraient pu revoler après parce que j'étais en capacité de voler, mais c'est pas notre but. Autant les voitures et les motos, on les sort en temps, on les fait rouler, mais les avions, non, c'est beaucoup trop compliqué. Puis c'est beaucoup trop cher à faire rouler. Alors, une question, parce que mon fils est fou d'avions de chasse et quand il les a vus tout à l'heure, première chose, combien ça coûte un avion de chasse? Mais il n'y a pas de prix. Alors d'abord, je vais essayer de vexer personne, mais on ne parle jamais d'argent à un collectionneur. Jamais. Jamais, jamais. Je vous répondrai pas sur la valeur. Nous, on sait ce que ça nous a coûté, mais ça nous a plus coûté en sueur, en transpiration, en moment de grande détresse, parce que je suis quand même allé en chercher 5 ou 6 à Djibouti, donc c'était quand même une expédition quand même assez osée. Mais en valeur, oui, on sait qu'on les a payés, mais c'est pas ça qui importe. La valeur, c'est pour nous, ça veut rien dire. Alors, il fallait bien au moins un parc de châteaux pour stocker tous ces avions. Alors, vous avez également des camions de pompiers. Voilà, puisqu'il y a quelques années, mon père était à l'école, mon père a toujours été à l'école avec Jean-Claude Picot, qui était le grand constructeur français des véhicules d'intervention, des véhicules sanitaires. Et puis, Jean-Claude avait fait un musée qui était magnifique après pour sa retraite, parce qu'il récupérait tous ses camions de pompiers. À chaque fois qu'il vendait un camion neuf, il récupérait l'ancien là où il l'avait livré. Et il s'est fait un musée qui était magnifique, mais peut-être trop magnifique, ou peut-être, je ne sais pas, il y a eu quelque chose, et au bout de 3 ans, il n'a pas pu tenir financièrement. Et donc, il a été obligé de vendre une grande partie de ses véhicules, et il était un petit peu en détresse. C'est un bon ami de mon père. Il était encore là avant-hier, Jean-Claude, parce qu'il vient régulièrement remettre en route les camions, parce que c'est ses petits bébés. Donc, on peut lui proposer d'acheter un petit chapiteau, puis de mettre dessous les camions qui lui restaient. Puis nous, on peut en acheter quelques-uns pour compléter un petit peu le musée. Alors, on va aller faire un petit tour, non pas un petit tour, même un grand tour, de votre collection d'Abarth et de la collection de motos, ce qui nous permettra également d'admirer le château, qui est, vous y habitez? Non, personne n'habite au château. C'est vraiment une entité touristique économique. C'est-à-dire que dès le départ, personne n'a jamais voulu habiter dans le château. C'était vraiment pour les touristes, pour faire un site touristique visité, parce qu'on est assez bien visité, ça marche assez bien, d'ailleurs on est assez content. C'est même mieux que ça. Vous avez 35 000 entrées par an, je crois. Près, 35 000 entrées payantes. Puis il y a encore beaucoup de gens à côté qui ne payent pas l'entrée parce que ce sont des habitués, ce sont des gens qui achètent pas mal de vin, donc on leur offre l'entrée à chaque fois. Il y a tous les gens qui viennent, on leur fait pas de carte d'habitués parce qu'on les connaît, mais ils rentrent sans payer. Il y a beaucoup de gens qui viennent profiter du château et qu'on a vraiment beaucoup de bonheur à recevoir. Parce qu'il faut quand même préciser que vous êtes toujours viticulteur, hein. Donc les vignes qu'on voit autour du château, ce sont les vôtres? Alors c'est celle de mon père. Moi, mon domaine, il est un petit peu plus à l'écart. J'ai repris une partie de mon domaine familial et puis j'ai agrandi un petit peu. Et puis voilà, moi j'ai à peu près 11 hectares de vignes. Mon père en a gardé 4 qui sont essentiellement dans le parc du château. Mais on est viticulteur de départ, c'est vrai. D'accord. Bon, écoutez, nous allons aller visiter cette formidable collection Abarth. Et donc, oui, là, je précise, donc, nous sommes au château de Savigny-les-Beaunes, effectivement, les caves de l'Orangerie. Et c'est juste à côté de Beaune, donc au cœur de la Bourgogne. Nous, chez nous, par géologie, on dit que c'est l'inverse. Beaune est en banlieue de Savigny. En tous les cas, c'est un charmant village. C'est la première fois que je viens et c'est vraiment très, très joli. On a un temps de rêve en plus, donc pour cette journée, pour ce 100e épisode de Be My Guest. Alors c'est parti, je vais vous brancher le micro et nous allons aller à la rencontre des Abarth. Alors, voilà. Je vais vous demander de vous éloigner pour éviter les bruits de l'arsène et je vais me connecter également. Et donc, je vous emmène avec Christophe Pont découvrir la collection Abarth. Donc, 35 Abarth de course.
ainsi que une centaine de motos, 200. oui, carrément, oui, 200 motos, 200 motos qui sont, dont certaines sont absolument exceptionnelles. Et c'est parti. Et donc, c'est parti. C'est parti. Donc, nous allons aller dans les dépendances pour découvrir les abarth. La mise en scène est absolument fantastique. C'est très, très beau avec ce tapis abarth qui court tout le long de la salle d'exposition. On essaie de décorer un petit peu pour rendre la visite agréable. Encore une fois, c'est un petit peu l'image de ce qu'a fait mon père pendant de nombreuses années. Il a amassé beaucoup de choses, on a fait beaucoup de domaines différents et maintenant, je pense qu'il faudrait s'attaquer un petit peu à la mise en valeur de tout ça parce qu'il y a vraiment beaucoup à faire. Mais bon, l'essentiel est préservé parce que s'il fallait vraiment acheter aujourd'hui soit les avions, soit les motos, soit les abarth, là on serait extrêmement ruiné et puis on n'aurait pas autant de choix à proposer aux gens. Alors c'est vrai que ce choix, c'est des véhicules qui sont la plupart dans leur jus, dans leur état d'origine. Mais c'est avant tout important de montrer la diversité de tout ça, aussi bien en moto qu'en abarth qu'en avion. Alors allons-y, on va rentrer dans le bâtiment. Normalement, la connexion devrait tenir. Donc pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en direct du château de Savigny-les-Beaunes et nous allons découvrir la collection Michel Pons. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir comme guide Christophe Pons, le fils de Michel Pons, qui va nous emmener à la découverte de cette collection. Attendez, on va aller dans l'autre sens, ce sera mieux, on va remplir un peu l'écran, c'est beaucoup mieux. Et c'est juste, regardez, c'est juste magnifique. Voilà le sanctuaire un peu de la marque Abarth, puisque Carlo Abarth, au départ, était un Autrichien naturalisé italien qui dès le départ, avait le virus automobile, le virus mécanique. Il a fait quelques courses de moto avant-guerre. Il a participé avec d'autres marques à l'élaboration, à la modification de petites voitures de série. Et puis son premier vrai coup, c'est la voiture qui est derrière vous, c'est la Fiat 500, qu'on appelle à l'époque le pot de yaourt, qui était la fierté des Italiens, que Carlo Abarth transformait pour en faire une voiture de sport, voire de course. Et à l'époque, c'était la voiture en catégorie 500 cm3 qui a gagné le plus de compétitions. Après, dans les années 63-4, il a commencé à modifier toutes les petites Fiat que vous voyez là-bas un peu plus loin, qui sont des Fiat 600, qui sont des petites bombes modifiées pour aller sur les circuits, sur des rallyes, sur des courses de côte. Et puis, dans les années 65-66, il a commencé à construire lui-même ses propres voitures, dont on va voir quelques exemplaires là-bas de l'autre côté. Vous les conduisez, vous aussi ou alors, oui, ça m'arrive. Oui. On les sort de temps en temps, on essaie de faire rouler ces voitures. C'est un musée qui est vivant. Donc, bien sûr, c'est beaucoup d'entretien, c'est beaucoup de sueur, de peine. Mais il y a pas mal de manifestations en France et en Italie où on est invité, bien sûr, et on va présenter un peu ces voitures. Alors, ces trois-là marchent, évidemment, très bien. Toutes les autres aussi marchent aussi, et on les sort un petit peu en rotation pour faire plaisir à l'organisateur, faire plaisir aux spectateurs. Puis ça fait du bien un peu de sortir ces vieilles grand-mères, parce que c'est des voitures qui ont quand même presque 40 ans d'âge. Donc, alors, votre papa faisait des courses de côte. Est-ce que vous aussi, vous en faites? Non, aujourd'hui, on ne fait que des démonstrations. Aucune compétition. Il n'y a pas d'esprit de compétition. C'est vraiment pour le plaisir de conduire la voiture, dans un souci de sécurité, puis de ramener la voiture entière quand même. Ce sont des voitures extrêmement rares. Donc voilà, la première petite Abarth 1000 SP que mon père a achetée dans les années 67-68. C'est une voiture qui a été construite 100% par Carlo Abarth. C'est une voiture qui était faite pour gagner, qui était très légère, très puissante. Et puis après, il a pris la même chose, mais avec un moteur 2 litres plus puissant. Et puis voilà, après, il a couru avec 5 ou 6 voitures. Et donc là, sur les murs, on peut voir les coupes qu'il a remportées. Il y a ses coupes, ses trophées, puisqu'il a couru pendant presque 7 ans, 8 ans en course de côte en national. Et comme il n'avait pas la meilleure voiture, il venait souvent deuxième. Mais c'était aussi une belle coupe, c'était aussi, évidemment, des trophées, des récompenses. Alors, elles sont toutes rouges. Ah oui. C'est un hasard ou Non, c'est pas. Après-guerre, chaque pays avait sa couleur. La France, c'était bleu, l'Italie, rouge, l'Allemagne, c'était gris, les Anglais, c'était vert. Donc, en fait, il y avait beaucoup de trophées des nations, de courses des nations, où chaque pays représentait, les pilotes représentaient leur pays au travers d'une couleur de voiture.
Donc, bah, évidemment, l'italien, c'était rouge. Quel est le modèle le plus rare que vous ayez dans le musée? C'est celle-là. Ouais. La ligne est absolument extraordinaire. Regardez, l'arrière. Sans doute sa voiture préférée. Elle Avec est, laquelle il a eu le plus d'émotion aussi. elle est superbe. Hein. Alors, pour la petite histoire, cette voiture, on l'a toujours appelée la cocotte. Parce que mon père vient aussi de la famille Lescure, des fameuses cocottes Minute Seb. Donc, il avait demandé à son oncle, Henri Lescure, qui était le fondateur des cocottes Minute Seb, un petit peu d'argent pour l'aider à faire la compétition. Et l'oncle avait dit, bah, d'accord, je te donne 500 francs, ça devait être ça à l'époque, mais à une condition, c'est que tu mettes de la pub sur la voiture. Donc, on avait marqué sur les ailes, à toute vapeur avec Seb. C'était le slogan de Seb. Donc, on a toujours appelé soit la Seb, soit la cocotte. Voilà. Et cocotte, c'est vrai, parce qu'il fait vraiment très chaud dans cette voiture. C'est vraiment très difficile à conduire. Elle est très, très belle. Donc, c'est un exemplaire unique. Alors, on continue. Donc là, il y a des voitures un petit peu plus récentes, toujours pareil, construites par Carlo Abarth à l'unité, pratiquement pièce par pièce. Alors mon père a couru juste avec celle-là, celle du milieu, qu'il avait aussi acheté à Pierre Moublanc, qui est une 2 litres, la même chose que la petite mine, mais en version 2 litres. Et puis ça, les deux de chaque côté sont des Osella. C'est quand Abarth a vendu son usine en 72 à son ingénieur Enzo Osella, Osella a continué de fabriquer des voitures, mais sans fabriquer les moteurs, parce qu'Abarth aussi faisait aussi ses moteurs et ses boîtes de vitesse. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'elles sont pas franchement aérodynamiques. Celle-là, si. C'est trompeur. Celle-là ne l'est pas, mais l'Osella, oui, si. Par contre, si. En termes d'aérodynamisme, ça, c'est très efficace. Ah oui? Ça l'est pas du tout, parce qu'on a l'avant qui est en coin, l'air s'engouffre dessous et soulève la voiture. On a un grand pare-brise qui crée une traînée aérodynamique derrière très importante, alors que là, il n'y a rien qui gêne. À part le casque du pilote, c'est tout ce qui gêne. Oui. Donc là, de l'autre côté, nous avons donc d'autres modèles. C'est toute date des années 60, 70. 70 à 73. 70-73 par là. Enfin, 69, la 2000 SP de 68, je crois. Donc, c'est dans ces années-là. Abarth n'avait pas de pilote professionnel. Il n'avait que des clients fortunés, parce qu'à l'époque, acheter une Abarth, c'était vraiment très, très cher. Et il fallait absolument cette voiture-là pour gagner, parce que sinon, on était toujours deuxième derrière quelqu'un d'autre. Donc, les gens se battaient pour acheter des Abarth et faire des voitures pratiquement sur mesure à Carlo Abarth. Et puis ces voitures, après, ont été modifiées parce que les moteurs étaient très fragiles, donc cassés souvent. Et les gens qui ont continué de courir un peu après ont mis d'autres moteurs, ont modifié les châssis, modifié les carrosseries au gré de leurs envies, de leurs besoins, puis aussi des fois quand ils les cassaient. Et puis, dans les années 73, ces voitures n'ont plus été conformes à la sécurité en compétition. Puisque, par exemple, dans cette voiture-là, il faut savoir qu'on a les pieds pratiquement à 30 cm dans le capot avant et qu'il n'y a aucune protection. Donc, le moindre choc, eh ben, vous écrasez les jambes et le pilote est fortement blessé. Donc, elles ont été retirées de la compétition, donc sans valeur. Et c'est à ce moment-là que mon père en a racheté pas mal. Alors, vous avez une Abarth qui a remporté les championnats du monde des voitures de sport en 67. Donc, il y en a plusieurs qui ont gagné, mais pas forcément ces voitures-là. Celle-ci, le même modèle que celle-ci, a couru au Mans et a fini sur 3 cylindres, un petit peu en panne, mais a quand même fini. Il y a très peu d'Abarth qui ont couru au Mans. Il y a une petite 1000 SP et puis une 1300 T. Voilà. Et donc, elles étaient en concurrence avec les Porsche et les Ford GT40 de l'époque. Là, c'est un petit moteur 1300 cm3, donc ils n'étaient pas en concurrence avec ces voitures-là. Il y avait d'autres catégories, moins de 2 litres. Voilà, les vraies voitures qu'Abarth a construites pour être en concurrence avec les Porsche Ferrari, c'est celle qui en va, la première qu'on a vue, qui est un Abarth 3 litres, moteur 3 litres, donc qui était destiné à concurrencer en circuit surtout, parce que la voiture est en conduite à droite, donc à droite on est toujours sur circuit. Et puis finalement, c'est une voiture qui a coûté très cher à fabriquer à Carlo Abarth, donc il n'a pas pu développer plus que ça cette voiture. Et en fait, elle était mal née. Le moteur était très puissant, elle était très large, pas assez longue pour avoir une bonne stabilité en circuit. Et en fait, ça a un petit peu précipité la déchéance, la chute de Carlo Abarth, qui a décidé à ce moment-là de vendre son usine à Enzo Osella. Et entre-temps, le groupe Fiat a récupéré le mot Abarth, la propriété du nom Abarth, la marque Abarth, et continue encore aujourd'hui de faire des petites voitures de sport améliorées. Bon, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'ils faisaient comme ça, mais c'est un peu la même éthique, c'est un peu le même dessin. Alors, on a une question de François Tazio qui demande si vous collaborez avec Guy Morenboot en Belgique. Oui, bien sûr. Guy, c'est un très bon copain, un très bon ami. Il est en train d'ailleurs de se faire un musée qui va être magnifique, parce qu'il va montrer les plans, il est fier de ça. Guy, c'est quelqu'un qui est depuis très très longtemps dans ce milieu-là aussi. On a fait des échanges avec lui, on lui a même acheté une ou deux voitures à l'époque. Il construit aussi de superbes répliques, parce que les vrais, on ne les trouve plus. Et comme on ne trouve plus ces vraies voitures, c'est très difficile d'en avoir. Donc lui, il fabrique des répliques en disant aux gens, vous allez vous amuser avec une Abarth qui ne sera pas une vraie, mais qui va ressembler fortement à une vraie. Et les gens sont ravis d'aller chez lui, parce qu'en plus, c'est un personnage qui est quand même assez sympathique. Voilà, on connaît très très bien Guy. Très, très bien. Il doit venir, là, je crois, dans pas longtemps, faire un petit tour, faire un petit saut. Voilà.
Il y a beaucoup de gens qu'on connaît dans ce milieu-là, beaucoup, beaucoup. Alors, on continue la visite. Donc voilà un autre exemple des constructions de Carlo Abarth. Avant de fabriquer des voitures complètes, il s'amusait à modifier sur une plateforme de voiture existante, là en l'occurrence une plateforme de Simca 1100, qui était modifiée. On mettait une carrosserie aluminium dessus, un moteur très puissant à l'arrière, celui qu'on avait une voiture de compétition très performante pour la catégorie tourisme de l'époque. En 1935-1936, c'était comme ça. Bon, ça, c'est une monoplace qui n'est pas une Abarth, mais voilà, c'était pour faire plaisir à une dame dont le mari est un ami de mon père. Et donc, à côté, on a encore... Alors ça, c'est un petit modèle qui était fait pour la promotion. Abarth, en années 69-10, avait décidé que comme ils vendaient des voitures très très chères, il a dit, pour contrebalancer ça, je vais essayer de fabriquer des voitures pas trop chères pour que le maximum de jeunes puissent mettre le pied à l'étrier et se lancer dans la compétition à moindre frais. Donc il a fait ça, juste avant de vendre. Il en a fait peut-être une centaine de voitures. Mais surtout, il a fait une série de 2 monoplaces, les 2 qui sont de chaque côté, qui étaient des voitures destinées à faire un challenge monomarque. Donc tout le monde a une voiture avec des moteurs d'origine, des suspensions qui vont aussi bien à droite à gauche que devant et derrière. Ça permet, en achetant un seul modèle de suspension, on permet de réparer la voiture. Et puis au milieu, c'est l'Abarth de Carlo Abarth, c'est sa monoplace de record personnelle. On a eu la chance de la trouver, elle était en très mauvais état. Ça, c'est une voiture unique aussi, qui est vraiment très très rare. Donc voilà, on a un peu une partie de l'étendue de ce qu'a fait Carlo Abarth. Bon, il y a encore derrière vous, on voit encore plein de petites voitures de sport sur des bases de Fiat 600, entre autres. Ça, c'est une Zagato, 750 Zagato, donc c'est un tout petit moteur, hein, ça fait 750 cm3, c'est vraiment minuscule. Elle est très très mignonne. Hein. Voilà, ça fait des petits coupés sport, là c'est carrossé par Alemano, ça fait des tout petits coupés sport, très légers, carrosserie aluminium, sur une plateforme de Fiat 600, donc c'est très léger, ça marche très très bien. Et les gens adoraient avoir ça en catégorie tourisme pour faire la compétition. À côté, vous avez un cabriolet. À côté, c'est un petit cabriolet 1600 cm3 sur base d'une Fiat, qui a un moteur Oscar, qu'Abarth aime bien aussi modifier un petit peu pour rouler. Puis derrière, une des dernières fabrications, lancée par Abarth, mais construite par Fiat, c'était la nouvelle génération des Fiat Abarth, qui était faite chez Fiat, une Fiat 124 Speeder, qui a beaucoup roulé en rallye, beaucoup fait de compétition. Et là, à nouveau, 2 petites voitures qui sont des petits moteurs, 750 et puis 1000 cm3 sur des plateformes Fiat. Voitures très, très, très légères, très maniables, avec des moteurs très puissants. Alors, on a un message personnel pour vous d'Hervé qui dit qu'ils arrivent bientôt. Ouais, Hervé doit me ramener une moto qu'il est en train de restaurer. Effectivement. Effectivement. Donc là, on montre juste rapidement, mais là, motos ici. On peut jeter un petit peu. Il y a quelques motos. Alors, il y avait de très beaux sidecars. Là, j'ai vu ça tout à l'heure. Donc, je voulais juste vous montrer très rapidement là un sidecar de 1920. Un Lyon Peugeot. Un Lyon Peugeot. C'est un peu les réserves. Là, c'est un peu les motos qui ne tiennent pas dans le museau dessus, dans laquelle on vient puiser. Quand justement Hervé va bientôt venir, on lui fait retaper quelques motos de temps en temps. Il fait ça avec plaisir. Donc, on vient un peu puiser ici, regarder ce qui reste. Voilà. C'est ce qui n'a pas tenu dans le musée. Alors, le musée, c'est évidemment des véhicules, mais c'est aussi des maquettes. Vous avez des maquettes de tout. Ah oui, non, mais c'est incroyable. Hein. Là, il y a des motos, il y a des avions de chasse, il y a des voitures, il y a absolument. Il y a un petit peu de tout. Mais c'est lui qui les monte ou alors Non, il est. Vous savez, on commence à être un peu connu, donc maintenant, il y a beaucoup de reportages qui sont tournés chez nous. Et quand on passe à la télé, en général, dans la demi-heure qui suit, le téléphone sonne. Ah, monsieur Pont, j'ai vu vous collectionner ça, collectionner ci. J'ai ça chez moi, je ne sais pas quoi en faire. Je vous l'amènerai bien. Donc, alors, par contre, à un moment donné, ça commence à prendre de la place, donc forcément, on va saturer d'ici pas longtemps. Bon. Ah oui, c'est absolument impressionnant. Vous avez des pièces entières, notamment dans le château. Il y a ces photos de course de mon père, puisqu'à l'époque, il y avait un photographe qui suivait ça. Ça, c'est la petite Abarth 1000, la première voiture qu'il a eue. Avec laquelle, d'ailleurs, la première année, il a roulé en championnat de France de circuit, parce qu'il ne savait pas trop dans quel genre de compétition se diriger. Et il a essayé de faire du circuit. Il a quand même fini 2e cette année-là, derrière des grosses voitures. Mais comme lui, il participe à toutes les courses, il a marqué des points dans toutes les courses, et il a fini 2e. Il y a sa médaille qui est là-bas, accrochée au tableau. Voilà. Donc, toutes les photos, ce sont ces voitures. Voilà. Ouais. Donc, je vous en montre quelques-unes. Mais effectivement, je crois qu'il a 168 coupes, c'est ça? Oui, je pense, oui. On l'a jamais compté. Puis nous, on ramène un petit peu, quand on va faire une démonstration avec les voitures, on ramène des coupes, on les noie un peu dedans. Doucement, hein, on les noie, on sait qu'on ne sera pas à la hauteur, jamais, mais bon, c'est comme ça.
Et le virus a été transmis à vos enfants, Christophe? Ah, j'ai 3 filles. Alors, les mécaniques, pas trop, mais je les emmène régulièrement quand on fait des sorties voiture. Et puis, ma dernière fille, qui est un peu jeune encore, elle a 25 ans, elle est un peu petite en taille et elle ne touche pas les pédales. Donc, elle fulmine un peu en disant mais tu vas bien pouvoir rendre ce siège réglable. Je dis oui, mais on va attendre un peu. Hein, d'accord. Voilà. En tous les cas, l'endroit est absolument magnifique. Alors, il y a tout, hein. Il y a des tandems, il y a des motos, il y a des. Ah oui, oui. Une moto de piste de vélo en bois. C'est une moto d'entraînement. On appelle ça un derny. C'est une moto d'entraînement et le cycliste se calait sa roue derrière le rouleau et était entraîné par la moto qui était devant, qui était debout. C'était pour faire des moyennes, pour faire des épreuves de distance. Et ça date de quand? Ça, c'est des années 50, 45, 50, c'est après-guerre. Le moteur est bien plus vieux, bien plus ancien, mais je pense que la moto était faite un petit peu après. Alors, des moteurs, il y en a partout aussi. Hein. Vous avez des moteurs d'avion. Oui, il y a un petit peu de tout. C'est un peu, voilà, il a ramené plein de choses, il fallait tout faire tenir. On n'a pas trop de possibilités d'extension de locaux. Donc, c'est un peu serré. C'est un peu, voilà, il y a des vieux vélos. Il y a même la périssoire de mon grand-père, le Canadien au-dessus, que mon grand-père avait dû acheter juste après la guerre, qu'on avait retapé. Quand on était des gamins, mon père, on allait au-dessus du lac Vouglan et mon père nous mettait ça à l'eau. On faisait des petites promenades avec le Canadien. Voilà, il y a un petit peu de tout. Magnifique. Bah, écoutez, on va aller à la découverte à présent de la collection de motos. Donc, ce qui va vous permettre d'admirer ce superbe château du XIVe siècle. Alors là, on prend un petit peu de hauteur et puis on va voir au passage quelques avions de chasse également. Même si la grosse majorité est derrière le château, on en a vu quelques-uns tout à l'heure au début de l'émission. Donc, une centaine d'avions de chasse, hein, c'est ça? Une centaine. Donc là, un petit peu plus démonté parce que il y a certains que j'ai emmenés, que j'ai ramenés. On a fait des échanges. Donc voilà, je pense qu'en tout, j'ai dû démonter et ramener 150 avions et puis il en reste effectivement une centaine, ce qui est déjà pas mal. J'ai vu aussi que vous aviez le prototype de Leduc de fusée avion. Oui, c'est une réplique, une maquette. Oui. On peut passer une journée entière chez vous facile. Hein. Les vrais passionnés passent la journée, c'est vrai. Alors là, voilà. Donc là, on est à l'arrière de 3 avions de chasse. Donc si je ne me trompe pas, c'est un Américain à gauche. Un Lockheed, c'est ça? C'est ça. Ce sont 3 avions de l'armée belge. Parce qu'on a eu beaucoup d'affinités avec l'armée de l'air belge, avec l'état-major belge, avec le musée de Bruxelles. Et je suis allé, je crois, peut-être 20 ou 30 fois démonter des avions chez eux. Donc celui de gauche, c'est un F-104, un Starfighter, F-104 américain qui est acheté par l'armée de l'air belge. Celui du milieu nous a gentiment été prêté par le musée de Bruxelles, c'est un F-16. Donc ça, c'était un des premiers qui est présenté au public. Il y en a très peu de présentés au public. C'est un avion qui est magnifique. Et puis celui de droite, c'est un Dassault, c'est un Mirage 5. Alors Mirage 5, c'est un peu la Logan de chez Renault, quoi. C'est un peu la version allégée et un peu low cost du Mirage 3, qui était un très bon avion, mais l'armée de l'air belge à l'époque n'avait pas les moyens d'acheter un Mirage 3, donc Dassault avait fait un Mirage 5 un peu plus soft en armement et en radar. Bon, alors il y a Catherine Langlais qui est choquée que vous fassiez attendre votre fille de 25 ans. Non, il ne faut pas. Ça fait attendre, oui, mais disons voilà, il faut du temps. Je ne vais pas la lancer dans ces voitures-là qui sont évidemment hors de prix. Et oui, bien sûr. En blanc. Après, il y a aussi les gendres qui ne vont pas travailler de pousser aussi. C'est aussi 3 gendres qui sont là qui disent pour l'instant, j'ai réussi à leur faire découvrir et aimer le vin. Donc les voitures, on va attendre un petit peu parce que c'est pas compatible du tout. Même si quand on fait des démonstrations historiques, évidemment, j'ai toujours un peu d'essence pour les voitures. J'ai de l'essence aussi pour les bonhommes. J'arrive avec un petit carton de blanc, les verres, tire-bouchons. Et on offre évidemment les petits coups de blanc à tous les gens présents. Alors là, on arrive sur le magnifique château du 14e. Voilà la bâtisse du 14e. Alors, elle n'a pas été construite comme ça. Je pense qu'elle a été démontée et reconstruite un peu avant la Renaissance, puisqu'on pense que ne reste que d'origine que les 2 tours de devant avec les mâchicoulis au-dessus. Et puis, le restant, c'était un château donc, en cour fermée à l'époque, avec les fossés qui étaient évidemment remplis d'eau. Et je pense qu'après la Renaissance, ils ont reconstruit tel quel, en cour ouverte, et remblayé une partie des fossés, puisque les châteaux forts n'avaient plus lieu d'être à cette époque. Alors, juste quand même à droite, ce sont des aéroglisseurs. Alors, c'est pour aller sur le petit étang qui est juste à côté? On va dire comme ça. Alors, ceux-ci sont en état de marche ou pas? Non. Donc, vraiment, il y a... Vous avez compris que tout ce qui est mécanique est forcément intéressant. Oui, non, mais ça, j'ai bien compris, oui. Alors, il y a des bêtes curieuses avec des moteurs d'avion. Il y en a le deuxième qui est bleu et blanc derrière. C'est en fait une construction de M. Bertin, qui était un ingénieur. Ah, bah oui, l'aérotrain. Connu. Ah, bah oui, oui. Ah, bah oui, bien sûr. Il avait dessiné quand même 2 ou 3 aéroglisseurs pour naviguer sur la Loire
pour transporter les gens de rive à rive. Et en fait, il s'avérait que cet engin n'était pas du tout maniable et puis trop bruyant pour naviguer sur la Loire, donc il a arrêté très vite le projet. Incroyable. Donc ça, c'est de Jean Bertin. Effectivement, j'avais fait un reportage il y a quelques mois devant l'aérotrain qui a été récupéré. Il y a un prototype, deux prototypes ont été récupérés par mon ami Thierry. Et oui, donc Jean Bertin, bien sûr qu'on connaît. Et puis là, ce sont des constructions plus ou moins amateurs, de gens qui ont essayé dans divers domaines de faire des constructions d'engins comme ça. Et votre père n'a jamais essayé de construire un véhicule ou un... Il n'a jamais eu le temps, et puis c'était pas trop. On a beaucoup modifié de véhicules. Moi, je me rappelle, on a monté des moteurs diesel à la place de moteurs essence dans des camions pour consommer moins d'essence. On a fait plein de choses comme ça, mais construire réellement, non. Je pense pas. Il a toujours eu beaucoup d'idées pour fabriquer des choses, pour concevoir, mais surtout, il a toujours eu la vision de ce qu'il voulait faire et comment il voulait le faire. Alors après, il s'est donné les moyens, parce qu'à cette époque-là, il ne faut pas oublier quand même qu'en 1979, quand mon père achetait le château, les taux d'intérêt étaient quand même à 17-18%. Il fallait quand même oser, il fallait quand même être, j'allais dire un gros mot couillu pour le faire, mais je ne pense pas que beaucoup de gens auraient pensé à faire ça. Et ben, il l'a fait. Et puis on est 40 ans plus tard. Alors évidemment, on a encore couvert de dettes, mais ça, c'est la vie, c'est l'échange de la vie. Quand on doit de l'argent, on sait pourquoi on se lève le matin. Quand on hérite de choses, on dit oh, pourquoi se fatiguer, ça va tomber tout seul, c'est pas grave. Alors que là, au moins, on sait pourquoi on attaque le matin. Et en plus, c'est pour votre passion, parce que bon, c'est une passion que vous avez tous en commun, apparemment. Ah oui. Alors mes filles ne sont pas trop branchées mécaniques, les gens ne pas trop non plus pour l'instant, mais bon, après, on verra. Après, c'est pas grave. Donc là, en face de vous, il y a ce qu'on appelle le Petit Château, qui est un bâtiment de 1691, qui a été fait, je pense, plus ou moins pour héberger les gens qui travaillaient au château, parce qu'à l'époque, c'était une exploitation viticole aussi, d'où la présence de caves, d'où la présence de vignes dans le parc. Donc voilà, les gens étaient là. Donc on s'en sert, nous, de pièces d'accueil pour les visiteurs. Il y a 2-3 petites expositions, il y a un vieux bateau en bois, il y a encore des maquettes, il y a du matériel vinaire, il y a pas mal de choses. Et puis après, les gens se promènent, naviguent dans le parc, à leur volonté, à leur guise, à leur vitesse. Tout est fléché, ils font un petit tour, il y a les vieux tracteurs viticoles qui sont là-bas dans le fond, il y a les musées de pompiers, les avions de chasse à réaction qui sont dans le fond. Bon, il y a de quoi se promener, de faire une bonne petite promenade, au moins une bonne demi-journée, on va dire. Oui, facile, oui. Alors là, on va aller voir les motos. Allez, on va voir les motos. Donc, vous avez des motos de quelle époque? Le plus vieux est un cyclomoteur de 1898, avec un moteur Louis Clément. Et puis la plus récente, c'est des motos japonaises qui ne sont pas très très vieilles. Donc là, j'espère encore qu'on va garder la connexion à l'intérieur du château. Les murs sont assez épais, mais bon, faut rester confiant. Alors, je vous précède. Allez. Il y a une très belle cage d'escalier. Un escalier qui était fait sur la copie d'un modèle de mansarde. Absolument magnifique. Hein. Ouais. Je vous en fais profiter en même temps. On fait en même temps architecture et histoire. Encore quelques maquettes. Et oui, alors là, j'allais vous montrer. Mais là, vous avez des maquettes d'avions de chasse, de motos. Donc, combien de maquettes? Parce qu'il y en a des milliers. Il y en a des milliers. C'est ça. Oui, voilà, oui. Voilà. Pour la petite histoire, c'est par cet escalier qu'on a monté les 200 motos en 79. Parce qu'à l'époque, on a fait un monte-charge après, mais le monte-charge n'était pas fait. Donc on avait réquisitionné tous les motoclubs du coin, tous les bénévoles du coin qui étaient venus donner un coup de main. On avait mis des planches sur les marches et on montait les motos en les poussant sur les marches. Ça a duré presque une semaine. C'était déjà quand même costaud. Et vous les sortez de temps en temps, les motos? Les motos, oui, ça arrive. Oui. Un peu moins maintenant, mais ça arrive. Oui. Mais là, depuis, il y a un monte-charge, donc ça va très bien. Et les abartes, vous les avez montés comment? C'est pareil, on a conçu un monte-charge pour justement que ça tienne, pour pouvoir mettre les voitures dedans. D'accord. J'imagine que les sortir, ça ne doit pas être très simple. Ça va tout seul. Ah bon? Oui. Quand on est motivé pour les faire un week-end, on est fou en démonstration. À deux, on est dehors, les deux voitures sont en bas. Et le plus long, c'est la révision générale de la voiture pour être sûr qu'on soit dans les meilleures conditions de sécurité. Et ça va très très vite. Alors là, on arrive au 2e étage du château. Alors vous avez encore une fois, bien sûr, des maquettes, des avions de chasse un peu partout. Et nous allons découvrir les motos dans une pièce absolument magnifique. D'après les historiens, ça devait être la salle du roi, ici, là où le seigneur rendait la justice. Du fait de la présence de la Marianne là-bas, on pense que le seigneur trônait là-bas et faisait venir tous ses ouvriers et rendait la justice, peut sans doute punissait un petit peu les ouvriers ou je ne sais pas. Salle du roi. C'est absolument impressionnant. Hein. Et les motos sont rangées par... Non, il y a un petit peu de tout. Puisqu'à force de les bouger, de les ranger, là, il y a plutôt des motos qui sont assez restaurées, qui ont été faites il n'y a pas très longtemps, dans des marques assez prestigieuses et assez inconnues. Alors, est-ce que vous pouvez nous montrer justement les motos les plus exceptionnelles que vous ayez? Il y en a quelques-unes quand même.
La Rover elle est assez rare. La V7 est assez rare aussi. La V7 de course. Là, il y a une Norton de course qui est aussi assez rare. Une CSH. On a une Inter 30 qui aurait gagné le bol d'or en 58, un peu plus loin. Alors, toutes ces machines-là ont été restaurées, conformes à ce qu'elles étaient à l'époque. Voilà, c'est une moto qui a fait le bol d'or en 58, qui est en parfait état de marche. Elle fait un rachut pas possible, mais ça c'est bien. Dès que ça fait du bruit, ça va bien. Elle est vraiment magnifique. Hein. Ouais. Tout est beau. Hein. Le chrome est impeccable. Alors, toutes les motos ne méritent pas une telle restauration. Vous allez voir que dans le musée, il y a beaucoup de motos qui sont, on dit, dans leur jus, puisque la moto est très belle comme elle est complète. Donc, c'est une moto qui a une histoire. À partir du moment où on refait un véhicule, une moto complète, d'abord celle-là était en mauvais état et incomplète, donc il n'y avait pas le choix. C'est vrai que refaite comme ça, c'est magnifique, ça a plus de valeur, mais je ne parle pas de valeur, mais ça a plus de valeur, mais elle a perdu son âme. Elle va en retrouver une autre avec le fait qu'elle soit restaurée et qu'elle a un palmarès sur une histoire, mais je dirais qu'une moto dans son jus est largement aussi intéressante qu'une moto retapée. Alors, vous avez également au plafond des vélos. J'étais en train de regarder quelques tricycles. Ce tricycle. Ouais. Alors pour le coup, c'est pas un tricycle pour enfants, c'est un tricycle pour adultes. Oui, c'est vrai. C'est un peu bizarre comme engin. Bon, tout a été conçu, tout est fabriqué. Entre les deux guerres, les gens ont eu beaucoup d'idées. Ils n'avaient pas les moyens de la mécanique, de l'ingénierie et de la résistance des matériaux, mais tout était conçu. Et ça, c'est une bête curieuse. C'est un Pou du ciel. Alors le Pou du ciel, c'est un avion qui était acheté en kit à l'époque. Alors ça, celui-là est un assez rare parce que c'est un des rares qui reste en France. Il est 1932. Donc à l'époque, on achetait le bois, la toile, le train d'atterrissage, le moteur, et les gens se fabriquaient ça chez eux. C'était un avion en kit. C'était un avion en kit. Alors évidemment, pratiquement tout le monde est mort, parce que c'est un avion qui se conduisait très mal. Et quand on a ramené du centre de la France, j'ai dit, tiens, ça se trouve, le moteur n'est pas très puissant, il démarre. Quand je mets l'essence, le moteur démarre. J'ai dit, ah, tiens, on va regarder ça. Et puis passe un client, le visiteur, qui me dit, vous savez, monsieur Pont, que ça décolle sur 30 mètres, vous pouvez décoller du parc, vous reposez. Bon, alors je commence à monter l'aile. Puis il y a un autre client qui passe le numéro 1, mais vous faites quoi, monsieur? Bon, je vais monter l'aile, je vois si je ne peux pas décoller. Il dit, vous voulez mourir ou quoi? Parce que ça, c'est un tube bonhomme, il n'y a pas de volet sur les ailes, donc dès qu'il va partir un peu sur le bordel, vous allez tomber. Puis vous allez avoir peut-être un accident. Alors dis-moi, on va le remonter, dans le musée, il est accroché, il est complet, en parfait état. Le moteur tourne, il est bien. Et moi, je suis encore vivant. Bon, alors, on a Ikea qui a annoncé récemment qu'ils allaient vendre des voitures en kit. Vous peut-être mieux éviter, effectivement. On va attendre un tout petit peu. Là, on aurait la moto du chanoine Kir. Parce que je sais que dans la région, à Dijon, on a eu un maire exceptionnel des années 50, qui était le chanoine Kir, qui était un curé d'exception, qui aimait bien les sports mécaniques. Et voilà, on pense que cette machine a été achetée du côté de la liste Sainte-Reine, qui était le pays d'origine de chanoine Kir. Et chanoine Kir était bien entendu à l'initiative de l'apéritif, le célèbre Kir. Oui. Même si un petit peu de débat et un peu guéguerre pour l'instant, mais ça, c'est pas grave. Nous, il nous reste de l'histoire de ce monsieur-là, quelqu'un qui a une vie extraordinaire, qui n'avait de curé que la vie, parce que manifestement, c'était un bon vivant, il aimait bien manger, bien boire, il aimait bien se rendre sur les manifestations sportives. On a eu en photo dans le musée à Barthes où il remet des coupes, l'histoire de compétition. Donc, c'est vraiment un bon vivant qui a fait beaucoup de choses pour la ville de Dijon et autres. Ce serait sa moto. Alors, on continue. Là, à côté, il y a. C'est juste. C'est sans fin. C'est sans fin. Alors, je jette juste un coup d'œil parce qu'il y a une jolie pièce à côté, mais je montre juste rapidement. Alors là, c'est la moto du grand-père, quand même, si vous voulez bien. Ah, bah oui, bien sûr. Oui. Et puis là, même ici, c'est intéressant, en fait. Hein. C'est vraiment les ancêtres des. Entre 1914 et 1935-40, voilà, c'est une machine qui, dans la plupart, on appelle ça des entretubes. C'est que le réservoir est entre deux tubes. Voilà. Donc, c'est les ancêtres du Solex, en fait, en quelque sorte. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Ce sont vraiment des motos à part entière. Ce sont des motos. Il y a une ou deux vitesses, toujours. D'accord. À part sur celle-là qui est en prise directe. Donc là, une fois que vous avez démarré, on démarre en pédalant, puis après la moto vous entraîne ou pas. Et donc, la fameuse moto de votre grand-père qui a donné le virus à votre papa. Je pense que oui, parce qu'il fallait bien un départ quelque part. Donc ça, c'est un petit peu plus récent, c'est juste après-guerre. C'est impressionnant, hein. Voilà des motos assez rares, puisque la première que vous voyez, c'est une Louis Clément de 1920. Clément a fabriqué un moteur qui était absolument extraordinaire pour l'époque, parce que pour les puristes, on va juste expliquer que pour cette époque-là, le moteur et la boîte de vitesse sont dans le même carter, ce qui était vraiment très rare à l'époque. Et puis on avait surtout un arbre à cale en tête, qui était une version un peu sport des moteurs d'origine. Par contre, quand on regarde la suspension,
suspension à lame, roue pleine. Bon, là, question châssis, on est vraiment à côté de la plaque. Mais c'est comme ça. Cette machine a eu très très peu de fêtes. Et là, à côté, il y a un sidecar avec une jolie corbeille en osier. Oui. Alors ça, c'est l'aviateur Louis Blériot qui a conçu quelques motos. Alors, je ne sais pas combien, mais il a conçu quelques motos voilà, dans sa période de tout début de siècle. Elle est magnifique, hein. Très, très jolie. Et donc là, devant vous, en plein milieu d'estrade, la Durandal, la moto du grand-père, qui sort de restauration, qui est en parfait état de marche. Il demande juste le tête d'échappement qui est au chromage pour l'instant, qui va revenir dans pas longtemps. Et elle est de quelle année? Oh, c'est les années 50, un petit peu avant 50. Durandal avec l'épée, évidemment. Oui. C'était l'armurier français qui fabriquait des armes et qui a fait quelques motos. Alors à cette époque-là, avant-guerre, il y avait beaucoup de constructeurs français, mais ces constructeurs ne fabriquaient pas leurs moteurs. C'est qu'ils fabriquaient leur cadre, leur châssis. Ça, c'est un cadre en tourne-outil, c'est quand même pas terrible, mais c'était un moyen de faire quelque chose. Et on achetait le moteur chez un constructeur, chez Théroux, chez Mac, chez les autres. Et voilà, et donc les gens pouvaient revendiquer une marque chez eux. Et derrière, c'est tout des terreaux. Il y a des terreaux un peu de sport, de course, de compétition, des petits modèles un peu typiques de la gamme terreau qui étaient construits à Dijon, à côté, pendant très longtemps. Et puis, comme tous les constructeurs français, ils sont tous fait manger par les Japonais dans les années 65-70, forcément parce que le coût de production était divisé par 3 chez eux. Alors, on continue. Alors, des motos, il y en a. Ah, il y en a. C'est ce qu'il faut. Mais vous avez fait quand même des thématiques. Là, je crois que c'est Norton qui a un petit corner, j'allais dire. Donc là, on repasse moto. La plus vieille moto qu'on ait, c'est celle-là. C'est une Werner du tout début du siècle. Werner, c'était allemand ou... Werner, non, je ne crois pas. Ça doit être français, je crois. Werner, et voilà, elle n'est pas tout à fait complète, mais on ne trouvera jamais la possibilité de la compléter parce que c'est vraiment très compliqué. Elle est tout début du siècle, 1902-1903. Et puis dans le musée des voitures, là-bas, on a un cycle moteur de 1898 qui est beaucoup plus vieux, mais lui, c'est plus l'ancêtre du Solex que réellement l'ancêtre de la moto. D'accord. Et est-ce que vous avez des modèles électriques? Oui. C'était en musée là-bas. Il y avait un petit scooter qui était en modèle électrique. Oui. D'accord. Oh, c'était un essai dans les années 70 par là. On a même une moto, si vous voulez vous retourner, vous la verrez. Ah, pardon. Oui. Une Vankel à moteur rotatif. Alors, l'histoire dit que peut-être Brigitte Bardot aurait posé son séant sur la scène. L'histoire, on va demander des tests génétiques, maintenant on sait faire ça, on va trouver une trace quelque part. Alors, ça a le bruit et la puissance d'une machine à laver, hein. C'est assez étonnant comme moto. Hercule, c'est la marque Hercules. C'est pays de l'Est, c'est Autriche, je ne sais plus dans ces pays-là, ou allemand ou autrichien. C'est un essai qui était un peu, comment on va dire, pas top, mais bon, c'est comme ça. Alors là, derrière, nous avons donc... la tour des motos anglaises de compétition, avec 4 Norton Manx, qui était la moto à avoir comme les Abarth à l'époque, mais dans les 50, il fallait absolument avoir une Norton pour espérer gagner sur un circuit. Alors, Norton avait aussi des pilotes professionnels et aussi avait des pilotes amateurs. Donc, la plupart de ces motos-là sont issus de pilotes amateurs. Et là, on est, si on fait une petite page d'histoire, on est dans la bibliothèque du château. Quand mon père a acheté le château dans 1979, le château est absolument entièrement vide de tout le meuble et de toute statue et tout, puisque avant lui, en fin des années 70, années 60, pardon, il y avait monsieur le comte de Bolchier qui était propriétaire du château. Le château est absolument entièrement meublé de plein de choses de valeur. Et à son décès, comme il n'y avait pas d'enfant, c'est un Anglais qui s'est approprié le château, on ne sait pas encore comment, et qui a tout vidé. Donc, les livres qui étaient ici, parce que apparemment c'était une des plus belles bibliothèques de Bourgogne, et l'histoire dit qu'en dans les années 50, il y a un producteur de théâtre qui voulait jouer le Cid avec Gérard Philippe devant les grilles du château, enfin dans la cour du château, et monsieur le comte a dit à l'époque, non, vous ne jouerez pas dans la cour parce que vos projecteurs vont effrayer mes chouettes qui mangent mes rats, qui mangent mes bouquins. Donc vous jouez devant. Et ça c'est vrai, c'est authentique. Et donc Gérard Philippe était venu faire le Cid au château Savigny devant les grilles. Et là, les moteurs ont remplacé les livres. C'est pas vivant, un livre. Voilà, d'autres machines anglaises, c'est une Rudge, un moteur Rudge, des moteurs qui étaient assez performants. C'est des moteurs qui participaient au Tourist Trophy de l'époque, sur l'île de Man. Et puis, ils étaient encore assez malades pour courir comme ça, mais bon, c'était comme ça.
Elles sont toutes dans un état magnifique. Hein. Là, il y en a deux qui ont été restaurées, trois avec la roche. Ça, celle-là est d'origine, c'était un petit grand-père suisse qui l'avait. Et puis c'est une 350. Et puis mon père dit, mais allez, tu vas me vendre ta moto, tu vas me vendre ta moto. Non, je te la vendrai jamais. Non, je te la vendrai jamais. Puis finalement, l'ancien a dit, bon écoute, je te la vends, mais je viens une fois par an, tu me la descends, tu me la mets en route, que je fasse un tour dans le parc. Si vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc il m'appelait 2 jours avant, on préparait la moto, il descendait, et l'ancien il avait 80 ans, c'était beaucoup. Donc je lui mettais la moto en route, j'avais le droit à tout le décor, toute la cérémonie pour démarrer une machine de course, il fallait faire chauffer l'huile, faire chauffer les bougies, bon bref, c'était absolument agréable. Je lui mettais la moto en route, il faisait un petit tour dans le parc, il revenait, ah ça fait du bien, c'est super, il dit, prochain coup tu l'auras peut-être, mais pour l'instant je te la vends. Ok, on remettait la moto ici. Et puis un jour il vient, puis il a failli tomber avec la moto dans le parc, parce qu'il a mis du gravier, il dit bon maintenant, et là toi, je te la donne, c'est bon, j'ai fini, je n'y plus. Donc voilà, la 350, même celle-là a une histoire. Toutes les motos ont une histoire, mais celle-là a une histoire. Et personne ne vous demande de démarrer les avions de chasse? J'ai des propositions régulièrement, mais bon. Alors vous avez même des deltaplanes. Ça, c'est la première aile volante, la première aile delta qui était faite en France, qui était amenée en France, qui lui était donnée par le propriétaire. Oui, les machines qu'on ne connaît pas, Autonomon, Jean-Guy, ce sont des marques toutes qui sont relativement rares. Très difficiles à trouver, Java, ça c'est tchèque. Ce sont des machines qui sont quand même assez difficiles à trouver. Vous allez partout dans le monde pour trouver des motos? Non, maintenant les motos c'est limité, ça a été limité à la France. On a fait un petit peu d'échange avec 2 ou 3 musées un peu partout, mais c'était plutôt en France. Mais maintenant, on dit qu'on achète une moto, c'est terminé, c'est devenu vraiment trop cher, c'est de la folie. Mais quand vous cherchiez justement des motos, quel était le critère de sélection? La rareté, une moto qu'on n'avait pas. Parce qu'au début, quand mon père a ramené ses motos pour faire la collection, il s'était par paquet de 20 motos dans la remorque. C'est-à-dire que le ferrailleur chargeait au grappin dans la remorque 300-400 kg de moto par 10 centimes du kilo. Et puis dans les 20 motos, il y en avait peut-être 2 qui étaient intéressantes, les autres étaient achetés, mais ça ne fait rien. Donc voilà, il a fait sa collection comme ça. Incroyable. Toute une série de Norton, moto anglaise. Les Norton, c'est la marque la plus représentée dans votre collection? Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de modèles et il y a eu beaucoup de motos fabriquées. Et c'est une moto qui était quand même très réputée. Très réputée. Bon, il y avait ça aussi, il y a pas mal de motos anglaises qui vont bien, mais voilà, c'était des machines assez faciles à trouver, parce qu'il y en avait beaucoup, et dont on peut encore trouver des pièces, parce que les Anglais sont très conservateurs des toutes choses un peu anciennes, et refabriquent assez fréquemment des pièces pour refaire les motos. Et la plus rare? Ah, la plus rare, c'est compliqué, la plus rare, parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont assez rares. Peut-être la Rocket 3, la BS1 3 cylindres, qui est assez rare. Alors après il y en a plein d'autres, des machines rares. Il y a une 750 MV Agusta là-bas en face. Il y a, voilà, qu'on aperçoit la machine sans numéro. C'est une version S, la version sport. Puis après, dans les machines de course, il y a les Norton Manx, il y a un petit peu de tout. Et puis des maquettes. Alors les amis des gens, parce qu'ils cherchent, ils regardent. Ils disent j'en ai monté une, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, c'était celui-là, c'était pas celui-là. Voilà, les gens s'intéressent. En fait, il faut ouvrir les yeux en grand et puis vraiment passer du temps à tout observer. Tout. Voilà, une Sunbeam, c'est pareil, c'est pas commun comme moto. Moto anglaise, évidemment. Magnifique. Et là, donc, vous avez encore... Dans l'ancienne chapelle du château. L'ancienne chapelle. Il y avait encore l'hôtel. Et tous les ans, pour l'anniversaire de mon père, le 15 août, donc c'est bientôt, on a fait restaurer l'hôtel, on le sort dehors, on le met dans la cour du château. On a une statue de la Vierge d'Enfant qui est dans le fond du parc, on amène la statue, et puis on fait une petite messe qui est prétexte à regrouper les gens, nos amis, nos familles, qui est prétexte aux gens à venir dire tiens, on met en plein air, puis après on boit un petit coup, parce que bien évidemment, chez nous, le métier c'est ça, on boit un petit coup toujours. Donc voilà. Et à la place de la sacristie, on a fait le monte charge pour monter les motos. On a trouvé plus utile, plutôt que de mettre une petite pièce noire dans laquelle enfermer les secrets de paroisse, on a fait le monte charge qui sert à monter les motos. Là, ce sont des motos anglaises, toujours, de la marque Vincent, sur ce site d'une Norton. Mais ça c'est des motos qui sont assez rapides, assez puissantes. Vincent, c'est anglais. Oui, Vincent, c'est anglais. Ça, c'est une AJS, donc c'est en anglais, qui aurait appartenu à quelqu'un de Georges Monneret à Kourou. On a à la télévision française Philippe Monneret, qui est son fils, qui fait beaucoup de motos, beaucoup de voitures, et Philippe est venu, et il a dit oui, je suis venu avec le numéro de course de mon père, effectivement, c'est la moto de mon père.
Magnifique. Et encore, évidemment, Voilà, des mais maquettes, plein de maquettes. Avec une petite place, on remplit. Enfin, le cadre est juste sublime. Alors bien sûr, il faudrait qu'on se tape un petit peu, mais ça sera dans un deuxième temps. On est en train de refaire les toits, qui nous coûtent d'ailleurs fort cher, mais le toit, c'est la survie, le sauvetage d'un bâtiment. Donc quand tous les toits sont faits, on refera tous les intérieurs, comme il faut, avec des belles peintures, avec des... Ah, cette pièce est juste extraordinaire. On dirait une salle de bal. C'est très, très beau. Écoutez, on va ressortir. Alors, ça continue. Hein. Il y a encore des accessoires d'avion, il y a de l'armement, il y a des parachutes, des sièges, tout. Parce que chez nous, voilà, c'est assez compliqué, assez complexe. Et puis, on a ramené tellement de choses de partout. Moi, chaque fois que j'avais sur les bases pour démonter des avions, je faisais des mécanos, je faisais tous des magasins. Qu'est-ce que tu as qui traîne? Ah bah tiens, regarde, j'ai un vieux bidon, j'ai un vieux sèche ici. Donc, je remplissais le camion chaque fois, bien évidemment. Voilà. Il vaut mieux avoir trop de choses, sélectionner les plus belles choses exposées, que se contenter d'avoir pas grand-chose et puis de l'exposer au mieux. Alors après, c'était notre politique. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il faut, encore une fois, quand on aura tout mis en valeur, ça sera d'autant plus intéressant. En tous les cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis pour ce 100e épisode de Be My Guest dans votre sublime château, que je vous invite à venir découvrir. En plus, la famille Pont produit du vin, donc dans la région de Beaune. Alors, il n'y a que des belles marques dans le coin, de jolies... On est dans le plein cœur de la côte de Beaune, on produit un peu des vins de partout, de Meursault jusqu'à Savigny. Voilà, il y a pour repartir avec un bon petit souvenir vinique de la région. Et donc, effectivement, c'est sublime collection d'Abarth, de 35 Abarth de course. Donc là, on vient de voir les motos et également donc des avions de chasse dans le parc du château. Voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas à venir. On est à 2h30 de Paris, voilà, à peu près. Et on n'a pas tout vu, on n'a pas eu le temps de tout faire. Ah non, on n'a pas tout vu. Il y a encore les camions de pompiers, les tracteurs, les moteurs, etc., etc. Alors, attendez, on va finir devant le château. Je n'essaie de pas tomber. Et là, je vais inverser la caméra parce qu'on a les avions de chasse juste en face. Enfin, quelques avions de chasse. Hop. Voilà. Donc, pour terminer, là, c'est là où on a démarré. Voilà, avec le beau temps. Avec le beau temps en plus, il fait un temps de rêve. Et donc, nous allons sortir, là, il y a les douves, les anciennes douves du château. Qui étaient remplies d'eau jusqu'à peut-être au 15e ou 16e siècle et qui ont été en partie remblayées pour transformer le château en une bâtisse Renaissance plutôt qu'un château. Voilà. Et il est absolument sublime. C'est un beau bâtiment, c'est vrai. On se lasse pas de regarder ce panorama. C'est quand même une belle bâtisse, c'est vrai. Bon, voilà, les gens aiment bien. On a fait, vous voyez tout à l'heure, on fait presque 35-40 000 entrées par an. Donc, il ne manque que vous, téléspectateurs, pour venir compléter la liste. Voilà, tout à fait. Donc là, en plus, c'est l'été, il fait beau. Profitez-en pour venir visiter le château de Savigny-les-Beaunes. C'est ouvert tous les jours, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Christophe, pour votre sympathique accueil. Merci pour cette sublime visite. Et merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Et je vous dis à la semaine prochaine. Rendez-vous exceptionnellement lundi. Merci. À bientôt.